Ça devrait fonctionner. Pour ce cours-ci, c'est pas évident. D'abord, bravo et merci. Bienvenue sur ce micro-cours, évidemment, sur la reprise de notre chapitre 19. Alors, nous étions avec la fameuse tirade de Janotus. Je vais reprendre, c'est la meilleure manière de faire, comme c'était un oral. Comme si j'avais 10 minutes devant moi, pour reprendre un peu ce texte. D'abord, à l'oral, il faudrait préciser rapidement de quoi il s'agit. Quel est l'enjeu du texte? Quels sont ses différents mouvements? Quelle perspective d'étude on se donne, c'est-à-dire la problématique, grosso modo, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le projet de lecture, et donner quelques points de commentaires saillants sur le texte. Alors je fais comme si j'avais l'essentiel de mon chapitre 19 devant moi, que j'ouvre avec vous. Chapitre 19, la harangue que fit donc Janotus pour récupérer ses cloches. Alors, en introduction générale, je commence véritablement maintenant, que j'ai donné le déroulement. Vous voyez, il est 8h40, je vais aller jusqu'à 8h50, grosso modo. Rabelais, c'est quand même l'écrivain fondateur du roman au XVIe siècle en France, qui a produit cette saga à base de monstres, de merveilleux, d'excès, d'outrance en tout genre. Mais derrière ce Rabelais, en apparence très grivois, très gaulois, et qui recèle un certain esprit français, il y a aussi le Rabelais érudit, l'homme de son siècle, l'homme qui a beaucoup lu Clément Marot et les rhétoriqueurs, les poètes très attachés à la langue française au XVIe siècle, qui a édité des textes, qui a réédité ses propres textes. Et au fond, Rabelais, c'est déjà ce paradoxe entre le rire et le savoir. En fait, il est lui-même l'incarnation de ça, et toute son œuvre, toute sa biographie l'est également. Le Rabelais qui a étudié pour être proche des gens d'église, mais qui a la haine des sorbonnards, des maîtres de la Sorbonne, beaucoup trop engoncés et trop attachés à un savoir sclérosé. Ce Rabelais a aussi eu les mains dans les cadavres en tant qu'étudiant en médecine à Montpellier. Il a été aussi le lecteur des autres et son propre relecteur lui-même. Donc on voit se dessiner une personnalité très complexe. Et c'est vrai que le parcours qui est proposé par le ministère Rire et Savoir est un parcours qui colle totalement à la dynamique rabelaisienne. Alors on a connu peu d'auteurs qui à ce point pouvaient rassembler autant d'expansion lexicale. Vous voyez, j'ai dit rabelaisien à l'instant, donc j'ai le dérivé du nom Rabelais. C'est relativement répandu. Dès qu'on est un grand auteur, on a droit à son adjectif. Donc on a baudelairien, on a hugolien, on a mallarméen, stendhalien. Mais Rabelais particulièrement, lui-même parle de ses troupes, des troupes pantagruélistes ou gargantuistes. Ce sont tous les amis de Gargantua, c'est-à-dire les maîtres, Ponocrate, Démone, etc., gymnastes, tous les gens qui ont combattu pendant la guerre picrocolline. Mais vous voyez, picrocoline, Rabelais en sent déjà ce plaisir d'extraire des mots, des possibilités de réalité. Et j'avais déjà présenté, je crois, Rabelais comme ça, comme une réalité augmentée. C'est-à-dire que tout est fait en plus chez Rabelais. Alors, quand je dis tout est fait en plus, c'est le meilleur comme le pire. Le meilleur, par exemple, ça va donner deux visions de l'éducation qui vont se compléter, avec deux visions de la science, du savoir, des arts et des lettres. C'est d'un côté les mauvais maîtres, comme Holoferne, le petit Gargantua, enfin le grand petit Gargantua, on lui a proposé à un moment donné ce maître qui était très à la mode au Moyen-Âge, un sophiste, un titulaire de mauvaise philosophie, celui qui détourne la philosophie et la rhétorique à de mauvaises fins, à son propre bénéfice par exemple, ou pour le simple goût de la forme au détriment du fond. On lui a proposé aussi de vrais bons maîtres, comme l'a été Ponocrate. Et là, on a toute la série des chapitres autour du chapitre 20 à 25. Enfin, chapitre 15 à 25, en gros. C'est là qu'on a l'essentiel de ce moment d'éducation très puissant chez Rabelais. Et puis, on a une mise à l'épreuve de cette éducation, parce qu'après, il faut être homme, une fois qu'on a été enfant, et il faut voir ce qu'on fait de cette éducation. Alors, quoi de mieux, finalement, par une sorte d'argument par l'absurde, que de mise à l'épreuve extrême par la guerre, où on a là vraiment la confrontation entre plusieurs types d'hommes, et on voit ce que les gens ont fait de ce qu'ils ont appris, une fois qu'ils sont sur le terrain des opérations militaires. Et la guerre, qui est partie d'un rien avec Picrocole, la guerre est sur le point, là,
d'éclater, en fait, au chapitre 19. On n'y est pas encore, mais on sent que l'épisode des cloches est comme une annonce, est comme un avant-goût de ce que sera la guerre avec Picrocole. C'est-à-dire que le conflit peut partir de rien, et très vite, il oppose des visions du monde irréconciliables. Voilà où nous en sommes. Ce chapitre 19 est donc finalement, moi je trouve, le nœud entre la partie sur l'éducation et ce que va devenir la partie sur la guerre. Voilà. On est là, ce maillon entre le jeune homme Gargantua et l'homme face aux réalités de la guerre Gargantua. Voilà à peu près où nous en sommes. Et c'est vrai que notre Janotus, qui est envoyé comme le meilleur des émissaires pour récupérer les cloches, on l'a vu, se noie littéralement dans un magma lexical. Alors, notre étude a montré comment, dans cette tirade que Rabelais lui-même, dans le texte original, appelle une harangue, comment ce Janotus, alors au nom très vulgaire, hein, Bragmardo, c'est en plus, d'emblée, le personnage se présente, lui qui est censé être quand même un tribun, Rabelais le dévalue immédiatement avec ce terme issu de l'argot, traficoté, avec une sonorité hispanisante. Un braquemar, c'est la version argotique du sexe masculin, enfin une des nombreuses versions argotiques. Et on voit bien que Bragmardo, il y a cette idée-là, qu'en fait, évidemment, il ne vaut rien, quoi, ce type-là, et qu'on peut facilement le renvoyer à ce qui est de plus trivial chez l'homme, contrairement à ses prétentions intellectuelles. Ces prétentions intellectuelles qui ne partent pas de rien non plus. Dans son discours, on a quand même des références à des auteurs, on a quand même quelques figures de style, on a des tentatives argumentatives avec des analogies, par exemple, des comparaisons, qui sont des moyens de raisonner et de faire réfléchir autrui, des comparaisons censément éclairantes. On a aussi des procédés rhétoriques beaucoup plus simples mais efficaces qui ont fait leurs preuves jusqu'à l'histoire moderne et contemporaine. Le martèlement, le matraquage, le slogan, le leitmotiv des cloches, des cloches, des cloches, ça peut marcher jusqu'à un certain point. Donc on ne part pas de rien dans cette argumentation. Le seul problème, c'est que c'est mal fait. Et, par exemple, vous avez toutes les références à Dieu qui auraient pu marquer les lecteurs et les auditeurs du XVIe siècle, mais qui sont noyés entre deux considérations sur les arts de la table, bien manger, bien boire, c'est-à-dire le physique, le trivial, le bénéfice immédiat. L'esprit étant contaminé par le corps et vice-versa. Quand on connaît Rabelais, on sait que pour lui c'est bien. Mais pour quelqu'un comme Janotus, c'est évidemment une nette dévaluation. C'est-à-dire qu'à l'emphase rhétorique est tout de suite remise à sa place par la réalité physique et triviale. Bon. Le mouvement du texte que nous avions, en fait, dans l'extrait que j'avais sélectionné, en fait, il n'y a pas vraiment de mouvement. D'après mes souvenirs, je vais quand même regarder, mais on a cette espèce d'exorde au début du texte qui semble suivre les préceptes rhétoriques anciens, sauf que l'exorde ici se fait par des interjections. La formule aussi, l'adresse, l'apostrophe à Gargantua, hein, qu'il est censé amadouer, se fait par le « bien le bonjour, monsieur », qui est très familière. Donc là aussi, il y a un décalage. On est quasiment dans du burlesque, c'est-à-dire que quelque chose qui est censé être important et grand devient tout de suite vulgaire, grossier et bâclé. Bien le bonjour, évidemment. On a aussi ces raclements de gorge, là, ces sons gutturaux qui arrivent. Et on voit bien que cet exorde, effectivement, est d'emblée très hésitant. Ces reprises, c'est voilà, qu'on a très souvent dans le texte. Deuxième paragraphe, on a les motivations de Bragmardo qui ne sont pas très claires. Les fameux chapets de saucisse, les chausses aux pieds, qui dénoncent en vérité. Alors lui, il croit pouvoir émettre des conditions et faire valoir des motivations, mais nous comprenons, bon lecteur, et Gargantua le comprend aussi, que ce ne sont que des motivations bassement physiques, matérielles et triviales. Tentative, en fin de deuxième paragraphe, de faire référence au divin, rendez à César, qui est extrait du Nouveau Testament, qui finalement, entre deux mentions beaucoup plus immédiates et hédonistes, le bon vin. Alors, il y a un lien, évidemment, c'est que le vin de la messe, le sang de Dieu,
en fait, il y a une détérioration des références religieuses qui sont abîmées soit par le voisinage immédiat dans la phrase ou dans le paragraphe, par des choses beaucoup plus, encore une fois, beaucoup plus gauloises, soit, voire grivoises, voire sexuelles, voire physiques, soit qui sont en fait jetées comme ça au lecteur, presque démotivées en fait. Pourquoi cette référence rendez à César ce qui est à César? Bon, c'est un adage, c'est censé être une parole populaire convaincante parce que finalement on l'entend depuis toujours. C'est la valeur proverbiale de cette parole collective que nous avons tous entendue dans la tête, sauf qu'ici ça ne répond en fait à aucune nécessité argumentative. Et on voit bien que Brambardo alterne référence au divin, tentative d'argumentation, mais d'évaluation. En fait, il laisse son propre texte être torpillé, comme si sa vraie nature physique revenait au galop. Nature qui ne s'avoue pas lui-même, mais que nous détectons. Donc la langue le trahit. La langue qu'il pense être son allié le trahit. Donc on a eu ces paragraphes-là. Troisième paragraphe, voilà, sur le vin, mauvais latin, quelques plaisanteries. Sur cette espèce d'adage aussi latin qu'on entend là, sur le vin qui rend les hommes bons, qui est une phrase latine souvent qu'on apprend, pour apprendre les cas dans la phrase latine. On voit bien que le matériel, le porc, le vin, prend de plus en plus la place quand même dans le texte et vient sérieusement concurrencer la référence au divin. Arrive ce moment de leitmotiv degré zéro de l'argumentation quand même, c'est-à-dire on est pétitionnaire, on exige, rendez-nous nos cloches, impératif, on martèle cloche, on décline le mot dans les formes latines ou on le répète dans la traduction, dans la modernisation du texte à la française, c'est-à-dire qu'on a zéro argument et on croit qu'à force de répéter, l'autre va finir par intégrer le propos. C'est quand même un sérieux aveu d'impuissance rhétorique, si on en est à devoir marteler pour que l'autre accepte. On n'est plus du tout dans l'échange argumenté, on ne fait plus appel à la réflexion de l'autre, simplement on cède à la facilité de la parole d'autorité. Bon. Le discours, en fait, se désagrège petit à petit. Et on a un peu l'apothéose de cette dislocation, quand même, de l'emphase rhétorique, à la fin, à la vérité, enfin, en vérité, attendu que, sans doute. Bon, ma foi, certes, il mélange cause-conséquence, puisqu'on a en effet et attendu que dans la même phrase, donc on ne sait plus très bien si c'est attendu que, vu que, à cause du fait que, la cause, ou ainsi de sorte que la conséquence. On ne peut pas dire une chose et son contraire au même moment dans la même phrase. Et c'est ce que fait pourtant notre mauvais sophiste. Toute la déclinaison de l'analogie, la ville sans cloche, c'est comme l'âne sans croupière, etc. Dans la classe, il y avait eu un groupe qui m'avait bien, je me souviens bien, de l'intervention de la jeune fille qui nous avait bien précisé que oui, quand même, c'est important le harnais. Je crois que c'est dans ma classe de première STMG. Oui, madame, c'est important quand même. Donc, on comprend que, alors c'est pas la métaphore du siècle, mais c'est pas la comparaison du siècle, mais une ville sans cloche et un âne sans système d'attache, pas exact. Enfin, je vois pas très bien en quoi ça répond, moi. L'analogie, je la trouve quand même assez incertaine. La vache sans clarine, à la limite, je peux comprendre. Et encore, la clarine servant à signaler la vache, alors que la cloche dans une ville, dans un clocher d'église pour une ville, ne sert pas à signaler la ville. Donc l'analogie n'est pas tout à fait égale. La cloche rythme la journée, permet à des universités ou à des églises de signaler leur importance et de créer des moments collectifs avec un rassemblement au signal. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la vache qu'on peut remettre dans le troupeau quand on l'a perdue. Donc en fait, je crains que l'analogie ne soit quand même pas bonne. Je maintiens qu'elle n'est pas bonne, parce que les deux usages des cloches, autour de la vache ou dans la ville, ne sont pas du tout à la même fin. C'est-à-dire qu'en fait, il compare ce qui n'est pas tout à fait comparable. Il prend deux mots qui ont l'air de la même famille, la cloche et la clarine, qui désignent des systèmes de signalement auditif, mais en vérité, l'usage est tellement divergent que je ne suis pas sûre, encore une fois, comme disait Marcel Détienne, le sociologue, enfin l'anthropologue, encore faut-il comparer ce qui est comparable. Bon, là, on est vraiment sur un procédé sophiste. On fait croire qu'on sait, qu'on peut, mais en vérité, ça ne fonctionne pas. En fin de texte, on voit qu'il se perd dans les mots, un vers versiforme, vers qui a la forme de vers, c'est un pléonasme. On voit que lui-même avoue ses propres limites. J'ai fini mon rapport. Donc il signale lui-même son propre discours en train de se clôturer. Référence à l'Antiquité,
certes, applaudissez, mais malvenu, puisque applaudissez ne se dit qu'en fin de pièce de théâtre. Or ici, c'est un discours qui se veut sérieux, qui se veut convaincant. Mais se signaler, malgré soi, contre une pièce de théâtre comique, n'est-ce pas déjà d'évaluer son propre discours et montrer qu'il n'a rien de sérieux? Bref, ce discours aura tout tenté pour se donner les allures d'un discours recevable, alors qu'évidemment, il s'est lui-même désamorcé. Voilà pour ce discours. Alors, comment le rapprocher en conclusion? Évidemment, on a plusieurs autres discours. On a par exemple la harangue de Grand-Gousier, en fin de roman, où là, on a un discours argumentatif sobre, maîtrisé, qui n'abuse pas des références, qui ne se noie pas dans les mots, qui ne se répète pas inutilement, qui ne produit pas donc de redondance ou de pléonasme, qui sont les formes répétitives les plus lourdingues, qui ne se torpille pas lui-même par l'abus de références mal maîtrisées. Et en plus, a de bonnes fins dans le cas de Grand-Gousier, puisqu'il s'agira d'appeler à la sagesse et à la concorde. Et non pas ici à la division, à la crispation, au conflit. On est aux antipodes. Et là, on a toute la pensée de Rabelais. En fait, ce discours, il a plusieurs vocations. D'une part, il montre par le contre-exemple ce qu'il ne faut pas faire, et donc, en creux, nous comprenons, car nous sommes intelligents, ce qu'il faut faire. D'autre part, il montre que les mots sont dangereux, on peut tout en faire. Et des meilleures références, on peut en faire les pires supports. Les références antiques, Terence, etc., ici, les références à la comédie, les références aux savoirs humanistes, Calpin, par exemple, le fameux Calépine, qui a inventé un dictionnaire au XVe siècle. On peut prendre le meilleur et ça peut devenir le pire. C'est-à-dire que de l'or, on peut en faire de la boue. Si je parodie évidemment la formule baudelairienne remise à toutes les sauces. Je n'échappe pas à la règle. Moi aussi, je fais mauvais usage des références, finalement. Je suis comme le sophiste. Mais je veux dire par là que le renversement, en fait, il est terrifiant. Bien sûr qu'il est drôle. Bien sûr qu'il y a du burlesque héroïque-comique. On monte la mayonnaise, on est emphatique, mais ça ne vaut rien. Burlesque. Mais derrière, ça fait froid dans le dos, puisque les plus avancés sur la question, les plus lettrés, ne sont pas de meilleurs hommes, et ne sont même pas de meilleurs intellectuels. On n'a aucune avance sur rien. Si ce n'est, comme le feront frère Jean, comme le fera Gargantua, comme le ferait Grand-Gousier, de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la vie en communauté, le vin, le partage, la bonne chère, le bien vivre, être loyal envers ce qu'on aime, et c'est la communauté idéale autour de Gargantua. Pas la peine d'aller chercher à Thélème, on l'avait déjà en fait autour de Gargantua. On avait déjà cette fidélité des assistants de Gargantua. Cette loyauté filiale entre Grand-Gousier et Gargantua, on l'avait déjà. Pas la peine de grands discours. Et au fond, c'est peut-être le triomphe aussi du réel, déjà acquis, au détriment de la science montée en mayonnaise, passez-moi l'expression, pour 3 fois rien, voire pour le pire, c'est-à-dire le conflit. On a une leçon de philosophie, en fait, qui nous est délivrée, un appel à la sagesse pratique, au détriment de la science sans conscience, qui n'est que ruine de l'âme, nous avait bien prévenu Rabelais. Donc ce texte, il est à la fois très drôle, terrifiant, à la fois didactique, il nous offre une leçon, par l'exemple, par le contre-exemple, et aussi terriblement moderne, puisque nous n'en finissons pas de rendre des comptes à notre propre langue et à nos propres mauvaises ou bonnes intentions. Il pose la question de la fin et des moyens aussi, ce texte, bien sûr. Donc là, il est complètement dans son époque, bien sûr. Je pense à Machiavel, un siècle plus tôt. On est toujours dans cette idée, enfin quelques décennies plus tôt, on est toujours dans cette idée avec la sagesse là, de la Renaissance, en tout cas une prétention à la sagesse de la Renaissance, faire bon usage des bons moyens. En fait, la fin et les moyens ne peuvent pas se dissocier. Il faut les deux au même moment. Voilà. Ça, c'est pour un éclairage de ce texte.